mars 2020, le premier cas de Covid est apparu en Mauritanie. Ça a été tout de suite, on va dire, le grand changement ou la grande prise en compte des difficultés auxquelles nous faisons face. Très rapidement, le gouvernement a pris des mesures extrêmement fortes, y compris la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Et par la suite, le président de la République a déclaré la création d'un fonds de solidarité. La première mesure a été pour le gouvernement de mettre en place une stratégie qui puisse briser la chaîne de transmission du virus. Et évidemment, c'est ici l'occasion de féliciter les équipes qui ont beaucoup travaillé au niveau de la santé, au niveau des forces armées et de sécurité pour l'excellent travail qui a été réalisé et qui a permis de contenir l'expansion du virus dans un contexte où notre système de santé était très, très peu préparé par rapport à cela. Donc cette stratégie a permis, comme je l'ai dit, de contenir l'expansion du virus et de préparer et de mieux préparer notre système de santé à une expansion ou à un développement de la pandémie. C'est aujourd'hui l'occasion, comme je l'ai dit, de féliciter le gouvernement et toutes les forces vives qui ont participé à cela. Évidemment, une stratégie de confinement, ça a des conséquences. Ce sont des conséquences à la fois sociales et des conséquences économiques. C'est pourquoi, là aussi, comme je l'ai dit, le président de la République a pris à bras le corps les conséquences de cette pandémie, a créé le fonds de solidarité auquel ont participé tous les citoyens, toutes les entreprises et également la communauté internationale. Ça a aussi des conséquences évidemment économiques. C'est pourquoi le gouvernement a, dès le début, essayé d'élaborer un plan de riposte qui s'articule autour d'un certain nombre de leviers. Je pourrais peut-être vous en citer les principaux et les 5, notamment les leviers sanitaires, j'en ai parlé, les leviers qui concernent les mesures d'atténuation de l'impact socio-économique de la pandémie, les mesures de résilience et de relance de l'économie, et c'est aussi le cœur de notre débat aujourd'hui, et c'est évidemment les aspects liés à la sécurité et à la prévention de la pandémie. Ceci s'est fait dans un environnement, et je tiens à le rappeler, dans lequel nous avons un secteur informel qui a été exsangue par l'arrêt total ou partiel des activités. Nous pouvons en citer plusieurs. Le secteur des transports, le secteur du tourisme de manière générale ont été fortement impactés par la pandémie. Or, ce secteur représente 46% du PIB et près de 57% des emplois en Mauritanie. Dans ce secteur, justement, il est caractérisé par la précarité des emplois existants parce que 80% des 840 000 travailleurs sont sans contrat de travail. Ils sont occasionnels, ils sont temporaires ou saisonniers. Nous attendons dans les simulations que nous avons faites à une baisse probable des revenus de 20 à 40% des ménages dû justement au ralentissement de l'activité économique intérieure engendré en grande partie par les restrictions liées à la gestion de la pandémie. Ces conséquences ont évidemment accentué l'incidence de pauvreté qui pourrait, c'est un chiffre qui reste à confirmer, se situer à 51% et qui dépasse légèrement son niveau d'il y a 20 ans. Donc tout ceci dans un contexte où la croissance économique attendue est déjà au niveau mondial et en baisse selon les dernières prévisions du FMI de moins 3% en 2020, suivant les dernières prévisions des perspectives de l'économie mondiale. La pandémie au niveau de la Mauritanie a eu des conséquences évidemment, mais les prévisions sont en ligne avec ce à quoi nous nous attendions. Donc la croissance connaîtrait une baisse à moins 2% en 2020, due essentiellement aux effets de la pandémie, mais heureusement que l'inflation devrait rester basse
et le marché intérieur, notamment par rapport aux produits alimentaires, ne devrait pas connaître de pression en termes de disponibilité des produits de première nécessité. La situation sanitaire, il faudrait y revenir. Au jour d'aujourd'hui, près de 15 millions de cas sont confirmés de par le monde, dont près de 615 000 décès. Nous assistons aujourd'hui à une reprise, et on parle de clusters, hein, dans certains pays qui, on le pensait, ont déjà dépassé on va dire cette crise. Je pense notamment à l'Espagne, je pense notamment à Hong Kong, où on assiste aujourd'hui à des clusters, à l'apparition de nouveaux clusters. En Mauritanie, en Afrique déjà, 542 000 cas avec près de 15 000, ou plus de 15 100 décès. Et en Mauritanie, nous enregistrons à la date du 21 5 923 cas de Covid pour, heureusement, 3 632 guérisons et près de 155 décès. Et à leur âme. Donc, tout ceci pour vous dire que nous avons affronté cette crise dans un contexte particulièrement difficile, dans un contexte où la situation est caractérisée par beaucoup d'autres faiblesses. Déjà, l'extrême sensibilité de notre économie au choc exogène. Je rappelle que nos principales exportations, ce sont quand même les mines et la pêche qui représentent plus de 90% des recettes d'exportation de la Mauritanie. Nous importons, toutes les importations, c'est des hydrocarbures, c'est pour près de 30% des produits alimentaires. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Cham quand il parlait de sécurité alimentaire. Je voudrais aussi rappeler le poids relativement important du service de notre dette, l'impérieuse exigence, et ça c'est aussi une caractéristique de la Mauritanie parce que nous sommes un pays qui évolue dans un environnement exposé à des risques extrêmement importants. Je pense au terrorisme, je pense aux perturbations climatiques, le désert, etc. Et nous devons, cette année particulièrement, nous avons eu à faire face à la mauvaise saison hivernale écoulée, ce qui a des conséquences évidemment sur l'insécurité alimentaire qui peut concerner près de 610 000 personnes. Les perspectives économiques se sont assombries également avec le report des projets d'investissement extrêmement structurants pour le pays. Je pense notamment au projet gazier, dont le report a été acté par BP et ses collaborateurs. Donc ça a aussi eu des conséquences extrêmement importantes. La première réaction, comme je l'ai dit, a été d'élaborer un plan de riposte au Covid qui a permis, nous semble-t-il, de limiter les dégâts, évidemment avec un programme extrêmement important de renforcement des filets sociaux. Je rappelle que la distribution du cash dernièrement par TASR, justement, a pu concerner près de 200 000 ménages qui ont bénéficié d'un apport en cash. Et évidemment, avant cela, dans le cadre du Fonds de solidarité, et peut-être que le ministre des Finances pourra en parler plus en détail parce qu'il préside le comité de pilotage, des actions extrêmement importantes ont été faites en termes de renforcement des capacités sanitaires du pays, en termes de renforcement de la prise en charge, en termes de développement des capacités en test, mais également en termes de prise en charge des populations les plus défavorisées. Alors, évidemment, aujourd'hui, on doit vivre avec ce Covid. Hein. Il est évident que tout le monde s'attendait à ce que rapidement on vienne à bout de ce virus. Malheureusement, il semble de plus en plus clair qu'il va falloir vivre un peu plus longtemps avec ce virus. C'est pourquoi également le gouvernement s'attelle aujourd'hui à élaborer un plan de relance économique dans une perspective, comme je l'ai dit, encore fortement marquée par l'incertitude quant à la durée de cette pandémie,
également quant à la profondeur de cette pandémie. On n'a pas d'idée claire par rapport aux mutations éventuelles de ce virus. On n'a pas d'idée encore plus claire, même si hier soir, on a entendu des nouvelles relativement rassurantes quant au développement de vaccins, notamment en Grande-Bretagne et en Chine. Alors, maintenant, il faut quand même que l'on puisse continuer à vivre. Et vivre, c'est-à-dire relancer l'économie, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Thiam tout à l'heure, relancer l'économie à travers plusieurs axes, notamment au niveau de la demande et au niveau de l'offre, mais également au niveau d'un certain nombre de réformes que le gouvernement devrait pouvoir mettre en place assez rapidement. La première mesure, la première série de mesures va être d'essayer d'atténuer l'impact de la pandémie sur les activités économiques et les entreprises. Et le gouvernement est en train de réfléchir sur une série de mesures pour atténuer justement l'impact de cette pandémie au niveau des entreprises, parce que les entreprises ont évidemment subi de plein fouet ce choc dans l'objectif de maintenir l'activité économique et les emplois. Il s'agit aussi, comme l'a dit M. Cham, pour l'État de retrouver son rôle de catalyseur de la politique économique et notamment en termes d'investissement public dans des secteurs clés pour valoriser notre potentiel national, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche, dans le domaine des énergies renouvelables. Mais ne pas oublier également d'autres domaines pour lesquels nous n'avons pas beaucoup réfléchi ces dernières années. C'est aussi notre dépendance sanitaire vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que nous importons aujourd'hui tout dans le domaine de la santé est importé de l'extérieur, y compris les médicaments qu'on peut fabriquer, y compris les solutions que l'on peut avoir tout à fait localement. Investir dans ces secteurs, c'est évidemment investir dans les différentes chaînes de valeur pour donner de la valeur à nos produits, pour renforcer l'emploi. Et donc, l'État, comme je l'ai dit, va être le catalyseur de cette stratégie dans l'objectif d'afficher l'ambition affichée d'autosuffisance alimentaire qui va occuper évidemment le premier rang des priorités, de nos priorités, et qui va favoriser la valorisation de notre potentiel agropastoral et halieutique. La volonté, c'est aussi de développer évidemment le secteur privé, d'en faire le moteur aussi de la croissance. L'État ne peut pas tout faire. L'État va probablement favoriser à la fois la demande en atténuant l'impact de la pandémie, notamment sur la population, mais il faudrait également que le secteur privé joue pleinement son rôle et qu'il puisse justement bénéficier d'un certain nombre de mécanismes de financement pour favoriser la relance des entreprises, en particulier celles qui vont s'orienter vers des investissements productifs créateurs d'emplois, et en particulier les petites et moyennes entreprises. Il faudrait diversifier les sources de financement. M. Thiam tout à l'heure a parlé du secteur bancaire. C'est aujourd'hui, à part le capital issu des familiales, je veux dire l'investissement familial, c'est la seule possibilité d'avoir du financement. Il y a lieu, évidemment, de diversifier les sources de financement et le gouvernement s'y attelle, et de faire en sorte que les financements qui devront être obtenus soient orientés en priorité vers les secteurs, comme je l'ai dit, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et des services, mais aussi des technologies, et M. Thiam a parlé tout à l'heure de la digitalisation. Ce sont des mesures évidemment fortes. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que le plan va être annoncé dans peu de temps, et votre input évidemment est tout à fait le bienvenu dans ce cadre. Mais je voudrais aussi dire que toutes ces mesures devraient pouvoir être accompagnées par un ensemble de réformes pour les pérenniser justement. Les grandes leçons qu'on peut évidemment tirer de la pandémie du Covid, c'est qu'il y a des efforts extrêmement importants à faire en matière
de gouvernance, en matière de transparence, en matière de réforme, comme on l'a dit, du secteur financier, pour l'approfondir davantage, mais également en termes de résilience de la population. Et là aussi, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place, notamment renforcer la protection sociale de la population, parce que si dans les pays européens, comme vous le savez, les assurances ou le chômage partiel a pu contenir l'impact de la pandémie au niveau des entreprises, ce n'est malheureusement pas le cas en Mauritanie, où il a fallu que l'État prenne en charge tout. Et évidemment, l'État ne peut pas tout faire, et en particulier, il ne peut pas le faire dans le temps long. Alors, il faut justement imaginer des mécanismes qui puissent justement permettre d'atténuer le risque, de gérer le risque et de l'atténuer. Je pense que l'une des grandes leçons que l'on doit pouvoir tirer justement de cette pandémie aujourd'hui, c'est un rôle essentiel de l'État, que l'État devra pouvoir jouer à l'avenir, c'est évidemment la gestion du risque. Parce que, comme je l'ai dit, les risques, et je pense que M. Thiam l'a rappelé tout à l'heure, les risques aujourd'hui sont multiples, sont divers, et il faut que l'État ait la capacité aujourd'hui de pouvoir gérer cela. Je ne peux pas parler, je n'ai pas à citer les risques liés au terrorisme, les perturbations climatiques, la pandémie, les risques liés à la santé. Il y a véritablement un ensemble de risques et malheureusement, la Mauritanie, justement, est au cœur de tout cela. Elle est l'objet, elle subit de plein fouet les conséquences à la fois du terrorisme, à la fois du trafic de drogue, à la fois de l'immigration clandestine, à la fois du changement climatique, à la fois de la pandémie. Et je ne voudrais pas m'en arrêter, mais il y en a beaucoup. C'est vous dire donc qu'il y a aussi un retour sur les fondamentaux et un retour sur des interrogations absolument fondamentales que l'État devra pouvoir se poser aujourd'hui et pour envisager justement un modèle économique qui soit en rapport avec nos réalités et qui prenne en compte nos priorités, notamment en termes d'indépendance économique, d'indépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, de manière très brève, comme je l'ai dit, je suis désolé de ne pas avoir préparé un discours plus formel, mais je pense que c'est l'occasion aussi de débattre, de poser des questions pertinentes. Les domaines sont extrêmement vastes pour pouvoir en faire le tour aujourd'hui. Et je pense que je voudrais ici insister pour saluer cette initiative et dire que le gouvernement l'accueille extrêmement favorablement. Le président de la République lui-même et le Premier ministre ont donné des instructions très claires pour qu'elles se tiennent et pour qu'on puisse en tirer le maximum de retour, parce que l'œuvre, c'est une œuvre nationale et elle concerne tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Vous dites que vous n'avez pas préparé de présentation et je vois le commentaire aussi de mon aîné Ibrahim Tchao qui dit que vous avez été excellent. Je le confirme, comme on dit en pulaar, Bao de Bettetak, c'est lui qui maîtrise son sujet, ne peut pas être pris à dépourvu. Nous avons retenu que vous avez confirmé ce que disait le doyen Samba Thiam par rapport à l'importance du rôle de l'État pour servir de catalyseur, comme vous avez dit, de la stratégie que vous allez développer, dont vous avez tracé les lignes à grands traits. Mais bon, nous attendons à ce que dans les semaines ou les mois à venir, que cette stratégie soit déclinée et qu'elle soit portée à la connaissance de l'opinion publique. Et vous avez surtout pointé les méfaits, le désastre qu'a constitué notre dépendance sanitaire. Et je crois que même les grandes puissances en ont subi le contre-choc, le contre-coup, a fortiori nos pays qui sont sur une trajectoire différente. Et donc, on a vu l'importance qu'il y avait de développer aussi des filières locales et surtout agir et investir dans l'économie réelle afin qu'on puisse avoir une atténuation efficace de ce que Covid nous a apporté comme difficulté. Cela étant dit, je vais rappeler à tous ceux qui souhaitent intervenir, donc vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions et réponses et nos collègues Safiata et
Aïsha Mintlimam, nous les lirons tout à l'heure. Nous allons passer maintenant la parole à son Excellence M. Mohamed Lemine Zehebi, qui est ministre des Finances. Monsieur Zehebi est un haut fonctionnaire de l'État, docteur en économie, administrateur des régies financières de son État. Il a servi notamment comme directeur du Trésor et de la comptabilité publique et comme directeur général des domaines et du patrimoine de l'État. Monsieur le ministre coordonne aussi, il est à une station aujourd'hui qui joue un rôle très important dans la riposte, surtout sur les effets sociaux face à Covid-19. Monsieur le ministre qui nous parle depuis Nouakchott, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salam alaikum. Alors, s'il y a quelqu'un qui est pris au dépourvu, c'est moi. Alors, sincèrement, je n'ai pas préparé de quelque chose, mais j'ai suivi avec intérêt les trois précédents conférenciers et je vais essayer de me frayer un chemin. Alors, tout a été dit. Je vais le redire peut-être à ma façon, l'originalité étant quelque chose de difficile. Nous avons été surpris tous, le monde entier, par cette pandémie. Il y avait des incertitudes sur sa durée. Nous nous sommes bien rendus compte de l'incapacité des systèmes de santé nationaux à faire face à cette pandémie. Et donc, nous nous sommes précipités tous, comme tout le monde, comme le monde entier, à élaborer des plans de confinement. Alors, qui dit plan de confinement dit conséquences économiques sociales. Nous savions bien qu'un plan de confinement nécessite est un arbitrage en faveur de la santé et enfin en défaveur contre l'économie. Donc nous avons choisi tout de suite de le confiner et étant donné la capacité du système de santé des pays. Donc pour cela, il fallait financer ce confinement, ces effets sociaux. Et donc le gouvernement a pris un décret d'avance pour décider de la contribution du gouvernement dans un fonds de solidarité sociale. Il y a bien raison de s'occuper des effets sociaux, de l'impact social avant l'impact économique. J'expliquerai plus tard pourquoi. Donc nous avons tout de suite pris un décret d'avance et dégagé 25 milliards d'anciens oubliats pour contribuer au fonds de solidarité, spécial de solidarité sociale et de lutte contre la pandémie. Nous avons financé tout de suite, je vais énumérer les mesures rapidement. Les mesures fiscales, nous avons exonéré tous les produits de première nécessité, les produits et matériels médicaux. Nous avons décidé d'un transfert cash aux ménages. Quelques 219 000 ménages ont été assistés. Nous avons aussi tout de suite procédé à l'aide alimentaire de milliers de ménages. Nous avons aussi décidé de la gratuité de l'eau, une gratuité totale pour toute l'année en milieu rural et une gratuité d'électricité et de l'eau dans la capitale pour 2 mois qui peuvent encore être améliorés. Nous avons aussi consacré une grande partie de ce fonds, surtout les fonds mobilisés sur l'aide extérieure, à l'acquisition de matériel de santé, à l'amélioration des capacités du système national de santé. Donc, ce sont là les premières mesures. Alors, très vite aussi, parce que
les choses se sont précipitées, tout le monde était pris au dépourvu. Nous avons tout de suite aussi, nous nous sommes mis à préparer une loi rectificative qui va prendre en compte, qui prend en compte l'effet de la pandémie, l'effet macroéconomique là, cette fois-ci, pour prévoir la perte de recettes, la perte de croissance que nous avons. Donc, nous avons ajusté le budget en conséquence et nous avons prévu, nous avons utilisé le déficit budgétaire pour faire face aux effets économiques, d'abord pour compléter le financement des mesures sociales, mais aussi pour nous préparer à la relance de l'activité et à la prise en compte des mesures économiques. 5%, nous avons prévu un déficit budgétaire de 5% du PIB, donc l'équivalent à peu près de 150 milliards de nos anciens guillards. Ces 150 milliards seront consacrés à la relance de l'activité, au financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mesures sociales, des mesures de protection sociale. Et je passerai en détail les mesures économiques, mais je vous dis déjà que nous avons, c'était l'occasion de tirer les enseignements économiques de la pandémie. Et les conférenciers précédents vous ont fait part de quelques enseignements tirés de cette pandémie. Le premier, évidemment, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État est le partage, l'arbitrage logique publique, logique de marché dans nos politiques économiques. Il est évident que le secteur de la santé et le secteur de l'éducation ne peuvent pas être laissés au marché. Et donc, je pense que les outils budgétaires ou les dépenses budgétaires vont refléter ce choix. Nous savons aussi que l'orientation de l'économie ne peut pas être laissée à l'État. Et donc, nous allons, évidemment, le plan anti-Covid est déjà les prémices d'une certaine planification. Un conférencier, au début, avait réclamé la révision de la SCAP. Moi, je dirais, ce qu'il faut réviser aussi, c'est le rôle de l'État dans la planification économique. Alors, pas l'État dirigiste, on ne va pas revenir au dirigisme économique, mais je pense que l'État doit avoir un rôle plus important dans le plan. Et beaucoup de pays chantres du libéralisme et de l'économie de marché ont déjà commencé à faire revivre le plan. Le deuxième enseignement, la deuxième question, c'est la question de la dépendance économique. Évidemment, nous ne pouvons pas, nous avons bien vu, nous ne produisons pas les masques, d'ailleurs nous n'étions pas les seuls, mais même la solution hydroalcoolique qui était quand même, qui ne nécessitait pas grand-chose, nous n'étions pas préparés à rendre disponible cette solution hydroalcoolique. Nous n'avions pas des transports urbains organisés pour pouvoir organiser la distanciation. Donc, nous n'étions pas préparés, mais pas plus que les autres. Mais aussi, notre économie est très dépendante. Quelqu'un l'a dit, nous ne produisons pratiquement pas grand-chose. La valeur ajoutée est très faible. Donc là aussi, nous devons, et nous nous y préparons, nous devons, surtout pour les secteurs, et les conférenciers l'ont dit avant moi, l'agriculture, la pêche, l'élevage doivent être sont des secteurs de dotation, où on a une dotation factorielle très importante, et nous devons investir et orienter les crédits vers ces secteurs. Et je pense aussi que l'État peut se mettre à produire.
au moins pour un temps. Comme l'horizon de la pandémie est assez incertain, je pense aussi pendant ces incertitudes, laisser la production au niveau des secteurs comme celui-ci au seul secteur privé. Alors je sais que ça peut être polémique pour certains qui s'attachent beaucoup au libéralisme, mais je pense que même l'État producteur, d'accord pour l'État planificateur, mais même l'État producteur peut, pour un certain temps, être toléré face à. Alors, en plus de ces enseignements, il faut aussi faire le constat particulier, il y a les contextes aussi, il faut contextualiser la pandémie. Nous avons une économie, alors c'est vrai, un secteur national de santé qui n'était pas préparé à cette pandémie, mais pas plus que les autres. Par contre, notre économie était moins préparée que les autres parce que c'est encore une économie rentière. La rente est assez... la rente fait les gens. Et nous avons aussi un problème de financement de l'économie. Nous n'avons pas de ressources longues pour... Nos banques, généralement, disposent de fonds à court terme et nous n'avons pas Donc, tout ça pour dire que cette pandémie peut aussi être une opportunité, non seulement pour tirer des enseignements et de voir, mais aussi pour prendre les bonnes décisions en matière économique et profiter de cette autarcie que vous avez décrit au départ pour recentrer l'économie sur certains secteurs où, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous disposions d'un fort potentiel et de dotation factorielle importante et orienter les crédits et investir aussi. L'État doit investir et ce déficit budgétaire conséquent de 5% du PIB que nous avons fait est fait pour cela. Donc, alors, j'en viens pour finir à l'activité économique. Alors, comme je l'ai dit, il faut réformer l'économie. Comme c'est une économie rentière, comme c'est aussi une économie informelle, j'ai oublié de le dire, nous avons deux grands handicaps de notre économie. Il faut cette relance de l'activité ou les mesures de relance de l'activité doivent passer par des réformes économiques. Ces réformes économiques doivent en priorité rendre les entreprises plus formelles et la deuxième, les rendre moins rentières et aussi construire un modèle de protection sociale. Cette pandémie a montré, par exemple, que sur le plan social, nous avons eu recours au développement des filets de sécurité sociale parce que nous ne disposions pas d'un modèle de protection sociale. Et donc, parmi les réformes économiques et sociales que nous devons faire, la construction d'un modèle de protection sociale, faire des conditionnalités, conditionner l'aide de l'État aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, à plus de formalités, par exemple, je vais dans les détails, à déclarer correctement le nombre des assurés, à déclarer les employés, les assurer à la sécurité sociale, les assurer contribuer à leur assurance maladie. Ensuite, les inciter aussi à déclarer à temps la fiscalité, à déclarer à temps, à déposer à temps leur déclaration fiscale. Et donc, je pense que
c'est une opportunité. Il faut saisir cette pandémie comme une opportunité pour corriger tous les handicaps dont souffre notre économie jusqu'à présent. Ensuite, et vous l'avez dit, ensuite et enfin, l'outil budgétaire est assez contraint chez nous. Par exemple, parmi les solutions de la pandémie les plus répandues, par exemple, les mesures d'incitation fiscale. Alors, quand je regarde nos dépenses fiscales, je me rends compte que les dépenses fiscales représentent 30% de nos recettes fiscales. Et 30% dont la plupart vont dans les codes miniers et les codes d'investissement, dans les codes d'investissement. Donc, nous avons aussi, même dans nos outils budgétaires, nous avons déjà des contraintes. Et tout ça est lié. Tout ça est lié à l'informalité de l'économie, au caractère rentier de l'économie. Et donc, je pense qu'il faut que les mesures doivent être des mesures de relance, mais aussi conditionnées avec des réformes économiques profondes pour que l'économie soit plus résiliente, plus indépendante, pour que l'État joue pleinement son rôle de planificateur et même d'investisseur de temps en temps sur certains secteurs de l'économie. Voilà, pour résumer, je pense que l'État a très vite mesuré l'importance de profiter de l'opportunité que présente la pandémie pour renforcer la résilience de l'économie, construire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le modèle de protection sociale, utiliser tous les instruments de protection sociale que nous avons, mais en construire un modèle plus cohérent et plus important. Il y a beaucoup d'idées sur la table, comme par exemple la généralisation de l'assurance maladie, faire des lois de financement de la sécurité sociale. Nous ne le faisons pas comme le font plusieurs pays. Investir massivement dans les secteurs où nous disposons de dotations factorielles importantes comme l'agriculture, l'élevage et la pêche. Vous l'avez dit aussi, cette pandémie a montré que les méthodes de travail que nous faisons maintenant ne sont pas adaptées à toutes les situations. Je pense à la distanciation sociale. Et donc, le numérique, on doit investir dans le numérique, et s'adapter. Et aussi l'économie du savoir. Vous savez, les écoles ont dispensé des cours à distance et on a eu recours à beaucoup il y a un recours massif aux nouvelles technologies et malheureusement nous avons encore un déficit important dans ces secteurs. Voilà, évidemment, moi je suis comme mon collègue, je n'ai pas préparé, ce sont juste des points que j'ai soulevés. Et évidemment, je suis là, je suis disponible pour éclaircir davantage l'action du gouvernement et l'expliquer. Je ne peux pas terminer mon mot sans dire que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris tout de suite les choses en main et a investi le gouvernement à travailler sur le plan social que j'ai expliqué tout à l'heure, le plan économique et de relance de l'activité, ainsi que son Premier ministre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mohamed Lamine Boulzahabi. Je dirais que nous avons eu droit au même tarif que celui de votre collègue.
je vais dire entre guillemets, heureusement que vous ne vous étiez pas préparé, parce qu'avec ce que vous avez présenté ici déjà, le niveau de la prestation, je ne sais pas ce que ça aurait été si vous vous étiez présenté. C'est comme quoi on est très bon souvent dans l'improvisation et ce n'est pas plus mal que cela et c'est plus frais, c'est plus spontané. Nous, de ce que je tire de vos présentations à tous, et notamment à celui du ministre des Finances, c'est que le libéralisme a de mauvais jours devant lui et on va dire le capitalisme à visage humain a de très beaux jours devant lui parce qu'on en arrive presque tous à remettre en cause maintenant certaines choses qui avaient été tenues pour dogme jusqu'ici et que maintenant on va de plus en plus parler d'investissement dans le social, dans les secteurs sociaux, protection sociale, vous en avez parlé, vous avez insisté là-dessus, nécessité aussi de sortir de l'informel et d'être plus structuré maintenant pour avoir, ne serait-ce que pour pouvoir avoir un certain contrôle, une certaine vue, et puis apporter aux travailleurs certaines garanties comme ça se fait ailleurs. Et comme cela tombe à point nommé, c'est aujourd'hui même que les pays de la zone euro, ou en tout cas de l'Europe, se sont entendus pour investir massivement pour relancer leur économie, des moyens dont ne disposent peut-être pas nos pays, mais il y a d'autres valeurs que nous pouvons mettre en avant, telles que celles dont vous avez parlé ici depuis le premier jour où ce virus-là s'est s'est imposé à nous jusqu'aujourd'hui, et puis les mesures budgétaires et fiscales qui ont été prises et les sacrifices qui ont été consentis. Merci encore. Nous allons pouvoir passer la parole. Nous sommes dans les délais. Nous venons de faire 1h25 de présentation. Nous allons passer la parole maintenant à Madame Maïmouna Mint-Salek. Madame Maïmouna Mint-Salek est présidente de l'ONG Biodiversité, citoyenne mauritanienne très active dans l'animation de la société civile, notamment sur les questions environnementales. Mais Maïmouna n'est pas seulement une Maïmouna nationale, son aura va au-delà de nos frontières. Elle est en effet membre de plusieurs structures régionales ou globales, Réseau des femmes leaders maghrébines, Alliance Worldwide Views, Danemark. Membre du premier, c'était en Tunisie, donc Conseil d'administration du Partenariat pour la conservation marine et côtière de l'Afrique de l'Ouest, le PRCM. Conseil d'administration du réseau francophone des acteurs de l'éducation environnementale planétaire du Canada, comité d'experts du Fonds Roberto Simetti France, etc. Maïmouna Mint-Salek va nous apporter une voix de la société civile, donc fraîche, spontanée. Maïmouna nous parle depuis Nouakchott. Vous avez la parole.